participation. On commence tout de suite avec le premier thème de la soirée sur la mobilité et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Guidetti. Laurent Guidetti est architecte, cofondateur et directeur associé de Tribu Architecture à Lausanne. Il a été mandaté par la commune de Renan pour l'animation du Forum des Corbettes au mois d'octobre comme préparation à la révision du plan d'affectation communale. Et il est présent à toutes les soirées ici comme fil rouge et comme expert en matière d'architecture, d'urbanisme et de développement durable. Il ouvre cette soirée pour nous dresser un état des lieux et des enjeux liés à la mobilité en général et à Renan en particulier. Laurent Guidetti, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Chenal. Bienvenue à toutes et tous dans votre salon, de votre cuisine. On va tout de suite attaquer la question de la mobilité en vous rappelant le premier résumé finalement de la consommation générale des Suisses. J'ai présenté ça le 6 octobre, j'ai présenté ça le 9 novembre, je représente ça aujourd'hui. Vous vous rappelez donc que les Suisses, dont en moyenne émettent 16 tonnes par année, dont 2,92 tonnes par personne en moyenne pour la consommation d'avion, qui nous occupe un peu aujourd'hui puisqu'on parle de mobilité. Et puis, une mobilité plus courante, c'est celle de votre mobilité quotidienne, qui correspond à 1,87 tonnes par année et par personne. Ce qui veut dire environ, on va parler aujourd'hui sur les 16 tonnes des émissions moyennes des Suisses, de 4,8 tonnes à peu près. Donc, un gros levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, sur les questions de mobilité, il y a un certain nombre d'enjeux et puis d'évolutions dans le temps récentes, plus ou moins satisfaisantes, en général pas trop satisfaisantes. C'est qu'on se rend compte que les Suisses ont toujours plus la bougeotte et ils vont toujours plus loin, toujours plus vite, et que ça pose un vrai problème de consommation. On voit que c'est le petit graphique qu'il y a en bleu en haut à droite sur votre écran. C'est que environ 96% de la mobilité que nous faisons est à base d'énergie fossile, de gaz, mais plus vraisemblablement de pétrole sous ses différentes formes, qui fait qu'en gros, on émet énormément par la mobilité de gaz à effet de serre, par la combustion des énergies fossiles. Par ailleurs, on a besoin de toujours plus d'énergie pour cette mobilité. On parle souvent des nouveaux moteurs, des améliorations, mais il y a un vrai problème qui existe, c'est à peu près 20 dernières années, donc de 97 à 2017, le poids des véhicules a augmenté en moyenne de 30%, ou en général de 30%, ce qui veut dire qu'on a beau faire des améliorations des moteurs, en gros, plus on améliore les moteurs, plus on se paye les voitures lourdes, et ça c'est un vrai problème, parce que les voitures lourdes nécessitent beaucoup plus d'énergie pour les déplacer. Donc, il n'y a pas de diminution du CO2, pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Et la mobilité est majoritairement facile. Si on s'en tient au trajet quotidien, c'est-à-dire si on enlève de ces questions-là l'aviation, que l'on ne considère pas comme trajet quotidien, sauf si vous êtes Bill Gates, qui n'habite pas Renan, eh bien, on se rend compte qu'on fait beaucoup de kilomètres, beaucoup plus. En 2000 et 2015, on fait 5% de kilomètres en plus. La part des voitures de ces kilomètres est très importante, pratiquement les 2/3 de ces kilomètres. On fait 135 milliards de kilomètres en Suisse, et donc 33% de plus qu'en l'an 2000. Et chose qui est peut-être pas forcément connue de tous, c'est que la part des loisirs est particulièrement importante. C'est la plus importante, c'est ce qu'on voit dans le camembert en bas à droite. C'est 44%, c'est la part de la mobilité qui est faite pour les loisirs. Et on passe beaucoup de temps, en moyenne, par jour, 90 minutes, donc 1h30 par jour, dans les transports publics. Je pense qu'il y a pire dans d'autres régions du monde, mais en Suisse, ça reste quand même des chiffres relativement impressionnants. L'aviation, on a vu que c'est un pôle extrêmement important, un coût extrêmement important. On le voit aussi dans ce graphique avec la part des émissions de CO2 qui sont liées au transport par avion, soit par heure de transport, soit par kilomètre parcouru. On se rend compte que les Suisses prennent énormément l'avion.
on le voit un petit peu plus bas dans la liste, que 5% des émissions mondiales de CO2 sont dues à l'aviation civile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Suisses volant beaucoup plus que les autres, la part de ces émissions par rapport à l'ensemble des émissions suisses, c'est 18%. Donc, il y a un vrai levier en Suisse à réduire notre consommation d'aviation, qui a un double problème, c'est que non seulement ça demande beaucoup d'énergie, mais en plus de ça, ça provoque des traînées de condensation qui elles-mêmes participent au réchauffement climatique. Donc, il faut cesser l'aviation, et en tout cas, il faut la réduire fortement et la contrôler, l'enrayer pour régler le problème de mobilité, bien plus que finalement notre mobilité quotidienne. Pour notre mobilité quotidienne, on se rend compte qu'on a toujours plus de voitures en Suisse. Ça tend à se tasser un peu dans les agglomérations. On le voit par exemple dans le taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de véhicules qu'il y a pour 1000 habitants. Dans certains cantons, par exemple, le canton de Genève, ce sont les cantons urbains, on est à 470 véhicules pour 1000 habitants, pour une moyenne suisse à 517. Et puis, à l'échelle, et puis pour les cantons qui sont montagnards, où on est plus dépendant de la voiture, on est à 600 véhicules pour 1000 habitants, donc une consommation qui est beaucoup plus importante dans les endroits où on est dépendant de la voiture. On voit dans le graphique de droite que, en gros, la part de la voiture par rapport à l'ensemble des modes de transport est vraiment la part la plus importante, avec un taux d'occupation des véhicules en général extrêmement faible, donc 1,6 personnes par voiture quand on roule, et puis plein de problèmes annexes, on va dire, aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont des problèmes de pollution, par pollution de l'air avec les particules fines, pollution des sols avec des rejets liés à l'abrasion des pneus, par exemple, de bruit, c'est une problématique extrêmement importante dont on parle beaucoup ces temps et qui justifie la réduction de vitesse en ville en particulier. Vraiment beaucoup de problèmes de pollution liés à l'usage de cet engin magique qu'est la voiture. Et puis, il se trouve que la voiture, on en est devenu extrêmement dépendant et qu'on l'apprécie beaucoup, mais elle est inefficace. Elle est inefficace parce qu'elle coûte effectivement assez cher. Si on regarde sur les statistiques du TCS, on se rend compte que la voiture, une voiture relativement pas chère, on va dire, à 15 000 francs, et puis avec laquelle on fait 10 000 km par année, le coût du kilomètre est de 1 franc, et puis ça peut monter beaucoup plus avec des véhicules beaucoup plus chers, avec lesquels on fait moins de kilomètres par année. Et puis la voiture est lente. En fait, si on intègre dans la vitesse de la voiture le temps qu'il faut pour la payer, le temps qu'il faut pour financer l'essence, etc., ben on se rend compte que le rapport du nombre de kilomètres qu'on fait par rapport au temps consacré à la voiture et à son financement est de 6 km, c'est de 6 km/h, pardon. C'est un calcul qui mérite d'être fait parce qu'on se rend compte combien, en fait, à choisir l'usage de la voiture nous rend dépendants d'un véhicule qui, en fait, est relativement peu efficace. Autre problématique que ces questions de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre, l'espace. Quand on parle de la voiture en ville en particulier, on se rend compte que la voiture a confisqué, hein, je crois qu'on peut le dire, énormément de place en ville. À Paris, par exemple, 50% de l'espace public, dans une ville qui date et qui a été construite bien avant l'arrivée de la voiture pour la majorité de Paris intramuros, 50% de l'espace public est dévolu aujourd'hui à la voiture, alors que la voiture ne représente que 13% des déplacements des Parisiens. Et puis, nous avions fait ce petit calcul sur un certain nombre de quartiers lausannois. Si on mesure la quantité d'espace en dehors des bâtiments qui sont consacrés à la voiture, à son stationnement, aux voies d'accès au stationnement, etc., on se rend compte qu'il y a entre 57, selon les quartiers, et 87% des quartiers lausannois qui sont en fait utilisés pour la voiture. Et quand on dit utilisés pour la voiture, c'est-à-dire qu'il faut des voies d'accès qui sont imperméables et donc qui ne permettent pas à l'eau de s'infiltrer, qui empêchent de végétaliser les espaces, donc qui ont un gros effet sur le climat urbain, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera de nature en ville, et puis qui créent aussi une ségrégation spatiale. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit la charte d'Athènes qui date de
des années 40, mais qui fait suite à un congrès international des architectes modernes qui a eu lieu en 1933 et qui résume en gros ces théories. Ces théories, c'était la ségrégation spatiale comme théorie, c'est-à-dire on va séparer les modes et donc on va réserver une partie de l'espace pour la voiture pour lui permettre d'aller vite parce que la vitesse nécessite la séparation des flux pour protéger finalement les piétons de ces voitures dangereuses ou pour protéger les voitures de ces dangereux piétons qui risqueraient de se jeter sous leur roue. Et ça a eu pour effet, cette ségrégation spatiale, de sacrifier des villes. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet Houston. C'est un effet, c'est moi qui ai appelé ça l'effet Houston, hein, c'est pas un terme consacré. Mais quand on regarde la ville de Houston, vous pouvez aller sur Google Maps et puis vous approchez de Houston, vous allez pouvoir le vérifier sans avoir à prendre l'avion et vous déplacer à Houston. Vous allez voir combien la voiture est partout, partout, partout. Ça c'est le centre-ville de Houston. Les espaces publics sont des routes. Il n'y a pas de place, pas de rue, pas de ruelle, pas de place de jeu, pas de parc, rien. Les espaces privés sont des places de stationnement. Il n'y a pas de jardin, pas de potager, pas de cour, rien. Et puis, on le voit hein, sur cette image à droite de l'écran. Les routes, là j'ai pris une image où on voit Toyota en plus, qui est un fabricant automobile, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Il y a des parkings extérieurs, il y a des parkings intérieurs, et sur les toits, on arrive encore à mettre des voitures. On se demande où sont les humains à Houston. Et puis, il y a une autre place que la voiture a prise. Elle est dans nos têtes. Je ne vais pas vous lire la citation d'un article de André Gertz qui est de 1973, qui montrait déjà en 1973 l'importance de la voiture dans nos esprits et le fait qu'on est devenu complètement dépendant de cette imagerie, de ce référentiel, avoir une voiture, savoir réussir, etc. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème quand on cherche à faire cette transition sur la mobilité et puis qu'on essaye de rendre les transports publics ou la mobilité douce sexy. Il faut déjà apprendre à quitter cet imaginaire que j'ai voulu représenter de cette manière-là, mais qu'on voit partout en ville, dans les publicités, qui sont remplies. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi j'ai l'impression d'être envahi par la publicité pour les voitures, un petit peu pour les voyages en avion, mais beaucoup pour la voiture, surtout des 4x4 et des SUV, qui sont précisément les véhicules lourds qui ont participé à l'augmentation du poids des véhicules ces 20 dernières années. Dans le rapport environnement suisse 2018 que j'ai cité, je crois, 12 fois jusqu'ici, le 6 octobre et le 9 novembre, je vous ai parlé de ce rapport et il y a, page 72 en haut à droite, une figure 20 très intéressante qui montre combien la mobilité individuelle est un problème. Elle est un problème quel que soit le mode de propulsion, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'entre une mobilité électrique ou une mobilité thermique, une hybride, etc., il y a des petites différences, effectivement. On se bat pour savoir si ces différences sont plus ou moins importantes, mais globalement, le rapport entre la mobilité individuelle et la mobilité partagée, c'est-à-dire les transports en commun, est de toute façon largement favorable au transport en commun. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de chercher à acheter une voiture électrique en pensant faire écologique. De toute façon, ça sera kiff-kiff et ça vous demandera beaucoup d'énergie. Donc, il faut quitter ce biais technophile et se rendre compte qu'en passant au transport en commun, on réduit la consommation d'énergie d'environ d'un rapport de 7. Je vous rappelle que les Suisses, c'est ce que j'ai dit le 9 novembre et le 6 octobre, les Suisses, selon le même rapport environnement suisse 2018, doivent passer de 16 tonnes de CO2 par année à 0,6 tonnes, c'est-à-dire diviser par 23 leurs émissions de CO2. C'est certainement pas en passant par une mobilité électrique qu'on va régler un problème de cette façon-là. Il faut effectivement réduire la mobilité individuelle, ça veut dire moins de kilomètres, moins de voitures, moins souvent, moins vite, moins lourd. C'est simple. Et puis, pour la mobilité individuelle, il faut l'apprendre à partager. D'abord, au profit des modes doux. Donc, la transition de la mobilité, elle passera par les modes doux, se souvenir qu'on a des pieds, qu'on peut faire du vélo, de la trottinette, pas de l'électrique. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup il y a plein de thématiques, de théories sur ces véhicules électriques qui sont faits très gourmands, et très peu écologiques. Pas forcément en termes de CO2, mais en termes d'impact écologique.
Et puis les transports en commun qui sont effectivement très efficaces, les bus, les trams, les métros, les trains, les télécabines, tout ce que vous voulez qui se partage est un bon moyen de transport alternatif à la voiture. Donc il faut faire ce qu'on appelle le transfert modal, le report modal de la mobilité individuelle sur ces deux modes-là, les modes doux et les transports en commun. Et puis, quand on ne peut pas faire autrement, parce que ça arrive, la mobilité individuelle peut se partager elle aussi, avec des modèles de car sharing, par exemple des coopératives comme Mobility. Et puis, se partager, c'est aussi partager l'espace public. Comme je le disais, on peut aussi admettre qu'il y a des voitures en ville, à condition de quitter cette logique de ségrégation spatiale et de partager l'espace public. Il y a des modes d'amélioration du partage de l'espace public avec des modèles d'aménagement de l'espace public comme les zones 30 et les zones de rencontre qui permettent de vivre tous ensemble en bonne intelligence en ville et en diminuant les pollutions, en particulier le bruit. Renault fait très fort, fait déjà très bien, aussi parce qu'on est aujourd'hui au cœur de l'agglomération Lausanne-Morges, et puis qu'il y a énormément de projets de développement de la mobilité qui se font dans le bon sens, puisque la ville de Renan est passée tout parti, ou en tout cas un bon bout, à 30 km/h. Il y a plein de projets autour de la gare, des développements très importants. Le tram, qui s'appellera T1, qui est en cours de réalisation. Les BHNS, ça veut dire bus à haut niveau de service, qui vont augmenter la capacité avec des bus plus longs, donc avec beaucoup plus de monde qui peuvent aller dans le bus, donc de façon plus confortable et de façon plus efficace. Et puis la mobilité douce avec plein de projets. On le voit sur cette image, le rayon vert qui permettra d'améliorer les relations entre le nord et le sud de la gare de Renan. Lors du Forum des Corbettes, on a eu beaucoup d'interventions d'enfants ou d'associations ou de gens qu'on rencontrait sur les questions de mobilité. Et puis, je vous fais un rapide récapitulatif. En gros, il y a eu des plaintes sur ce que j'ai appelé la conduite virile, c'est-à-dire des gens qui font beaucoup de bruit et puis qui vont s'amuser avec leur voiture. Ça renvoie beaucoup à cette histoire de référentiel, hein. Le monsieur qu'on a vu tout à l'heure avec sa copine devant sa voiture rouge, je pense, fait partie des gens qui aiment bien utiliser sa voiture pour la montrer, faire savoir qu'il a une voiture. Ça, évidemment, c'est un vrai problème. Et des gens au Forum des Corbettes nous ont rappelé que ça les dérangeait quand ça se fait le soir ou la nuit. On a aussi parlé du domaine public. Le domaine public, il est hérité de dizaines d'années consacrées à la voiture. Donc, effectivement, il y a un domaine public avec, il faut que je fasse vite, avec imperméabiliser des réseaux en souterrain. Donc, ça, c'est un héritage sur lequel on peut difficilement revenir. Il y a une opposition récurrente dont on a parlé et que j'ai rappelé aujourd'hui sur le bétonnage de la ville et la ville végétale, effectivement, où il y a des voitures, il n'y a pas de végétation, c'est impossible. Et puis sur les modes individuels par rapport aux modes collectifs. Alors la question que je pose là, et pour faire vite, je vais poser la première et la dernière question, c'est que finalement, cette question de mobilité et la place qu'on laisse à la voiture, c'est finalement la place que l'on donne à notre propre mobilité. Donc, ça renvoie à ce qu'on est prêt à faire. Alors, comme on est dans le cadre d'une démarche participative, la question que j'ai envie de poser à vous, mesdames, messieurs, dans votre salon, vos cuisines, c'est quel changement individuel êtes-vous prêt à faire, étant entendu qu'il faut regarder le cadre général de cette division des émissions de gaz à effet de serre par 23. Et donc, est-ce que ça pourra se faire sans changer la ville? Et ce changement de ville, est-ce qu'elle pourra se faire sans changer la vie, c'est-à-dire sans changer vos modes de vie? Et donc, essayons de repenser le changement de ces modes de vie en corrélation, en correspondance avec ce problème de réduction des gaz à effet de serre auquel nous sommes aujourd'hui condamnés pour notre propre survie ou au moins celle de nos enfants. Voilà. J'ai fait vite. Merci Laurent Guidetti pour ce tour d'horizon destiné à vraiment lancer la discussion et à ouvrir le débat. Alors là, nous avons une période qui s'ouvre maintenant pour répondre déjà à la question que lançait Laurent Guidetti, mais pour aussi vous entendre ou vous lire sur ce que vous pourriez faire vous-même et aussi ce qui pourrait être fait à l'échelle de la commune et du territoire de Renan
et aussi par la commune. Pour entamer un peu cette période de débat, je vous propose aussi de répondre à deux petits sondages qui sont proposés dans l'onglet sondages et qui sont là pour un peu animer le débat et mieux connaître qui vous êtes. On a une question: possédez-vous ou votre ménage un ou plusieurs véhicules motorisés? Et la deuxième question: je suis favorable au développement de plus d'espaces dédiés à la mobilité douce, vélo, piéton, trottinette, en réduisant l'espace dédié à la voiture. Et puis vous répondez si vous n'êtes pas d'accord du tout, pas d'accord, sans avis, en partie d'accord ou complètement d'accord. Et ça, on pourra voir vos réponses en direct et voir un peu vos avis. Et je voulais aussi partager avec vous un petit dessin que je voulais faire afficher, voilà, et qui est un peu une manière pour moi de résumer l'intervention de Laurent Guidetti, mais je crois qu'elle ne s'affiche pas là maintenant sur l'écran. Voilà. Donc j'avais essayé de résumer en une image un peu le propos de Laurent Guidetti, avec une mobilité fossile et polluante qui est en déclin, ou qu'on espère en déclin, et remplacée par une mobilité, si elle est individuelle, en tout cas décarbonée et partagée, avec une priorité au transport en commun, aux mobilités douces, et voire même tout à droite du dessin à une immobilité que chacun a pu expérimenter peut-être certainement ces dernières semaines. Et l'instauration, comme je l'ai mis au-dessus de cet avenir, un espace non pas publicitaire, mais un espace public à réinventer, avec comme mot-clé, comme Laurent Guidetti vous l'a dit, de décélérer, de désencombrer, de désimperméabiliser, et aussi éventuellement certainement de démarchandiser toute cette mobilité individuelle motorisée. Je vois que dans les sondages, on a une grande comment dire, un grand acquiescement au développement d'espaces dédiés à la mobilité douce. Donc c'est bon signe dans ce sens-là, mais on voit aussi que la majorité d'entre nous possèdent encore des véhicules motorisés, ce qui est tout à fait normal dans le point de départ où nous sommes maintenant. Et nous essayerons, j'imagine, de tenter ce point de bascule figuré sur l'image. Je souhaitais peut-être entamer ce débat par une question à la municipalité. On a vu les interventions de M. Guidetti se focaliser dans un premier temps sur la voiture individuelle motorisée et sur cette transition amorcée avec des véhicules électriques. Est-ce que la commune a une vision, une stratégie par rapport à cet aspect-là et auquel vous pourriez déjà en partie répondre? À qui est-ce que je donne la parole? Je suis à l'écran. Initier un bout de réponse. Monsieur Clément, oui, volontiers. Ce que nous avons entrepris très fortement sur le territoire rhônanais, c'est le développement des transports publics. Nous sommes intimement convaincus par les théories, notamment que Laurent Guidetti a su
parfaitement mettre en valeur il y a quelques minutes. Et on a ces derniers temps des travaux énormes dans le champ de la mobilité. On a effectivement la rénovation de la gare de Renan, il y a l'arrivée du tram à Renan, pour laquelle nous nous battons depuis pas mal d'années. Tram qui devait succéder à une ligne de bus extrêmement fréquentée, la plus fréquentée du réseau. On a aussi le bus à haut niveau de service que nous défendons avec beaucoup de vigueur et qui va débuter, pour lesquels les travaux pourraient débuter prochainement. On a aussi testé des modèles tels que le flexibus, le transport à la demande, qui va dans les quartiers moins bien desservis. Donc, ça, c'est une voie où, franchement, nous pouvons nous targuer d'un grand nombre de résultats et de grands développements. Les autres travaux auxquels nous tenons aussi beaucoup, c'est bien évidemment avec ces travaux-là de développer les pistes cyclables. C'est bien évidemment, c'est connexe à ces travaux. Le bus au niveau de service permettra d'avoir une piste cyclable de qualité. Et puis, un point que nous avons tout le temps en tête aussi en municipalité, c'est la perméabilité piétonne. On est bien évidemment convaincu qu'on a une ville qui est belle et des quartiers qui sont à découvrir. Et l'idée de pouvoir cheminer par des chemins piétonniers dans des endroits où sans voiture, sans véhicule, avec un calme dans la nature, c'est aussi une piste que l'on développe énormément. Voilà déjà 4 grands axes de travaux et c'est déjà juste énorme, mais c'est pas complet. D'autres, les collègues pourront compléter encore ces propositions. Intervenir hein? Je vous laisse la parole ici à la tribune. Madame Mestre. Merci, je viens volontiers aussi à la tribune. Un petit problème technique sur l'ordinateur fait que je n'ai pas pu répondre directement. En complément avec ce que dit monsieur Clément, c'est vrai que c'est une attention qu'on a depuis longtemps. On l'a aussi eu notamment par rapport à la vitesse, à la modération de la circulation. Renan a été parmi les premières villes à mettre le 30 à l'heure généralisé quelque part sur l'ensemble de son réseau résidentiel en ne gardant que la vitesse usuelle 50 à l'heure sur le réseau structurant. Et dans la suite, avec justement l'arrivée de ces grands projets d'infrastructure, que ça soit le tram ou le BHNS, il y aura une suite dans cette mutualisation de l'espace public pour qu'on puisse le partager et qu'on puisse le partager avec qualité de vie, c'est-à-dire de l'arborisation et beaucoup plus de réseaux cyclables. Et un des prochains projets qui va être particulièrement visible à Renan, ça sera ce qu'on appelle le mail du marché, à côté de la place du marché, les travaux sur le 14 avril, qui vont permettre de planter des arbres sur la route, sur le 14 avril, qui sera mis à double sens. On entend on voit les questions qui défilent, que les pistes cyclables sont généralement médiocres et peu sécurisées. C'est juste que le réseau viaire est ce qu'il est, c'est-à-dire que la largeur de la route ne permet pas de faire plus. Les progrès viendront justement avec les grands projets d'infrastructure, du tram et du BHNS. Et dans ce cadre-là, il y aura de fortes améliorations, mais c'est vrai que c'est bien que les gens les utilisent et le souhaitent, et ça nous fait plaisir de lire ces remarques-là. Donc, on voit bien, on ne peut pas parler d'une chose sans parler d'une autre. On parle de la mobilité individuelle, mais il faut parler des vélos. Moi, j'avais quand même une question de fond à soulever à propos de cette histoire de partage, parce que Laurent Guidetti a présenté justement la notion de la séparation des flux qui a été prédominante pendant presque un siècle. Et aujourd'hui, on entend encore beaucoup de voix qui disent pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, il faut amener à créer des voies séparées, des pistes cyclables. Donc, est-ce que ça voudrait dire que la solution est quand même encore de séparer, ou alors c'est une variante qu'il faut véritablement abandonner? Laurent Guidetti, vous pourriez répondre ou rebondir là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça marche. Nickel. Oui, sur la ségrégation, effectivement, il y a des modèles qui montrent que la modération du trafic et les espaces en ville qui sont aménagés pour sont plus conviviaux et donc ont des effets. Donc finalement,
plus on ralentit la ville et moins on sépare, plus les autres modes, les autres usages finalement de l'espace public existent. Puis on se souvient que finalement, dans l'espace public, on peut se rencontrer, discuter, croiser des gens, jouer, etc. Donc c'est vrai que la problématique est peut-être un peu différente en ville que quand on est sur l'autoroute. Bien que sur l'autoroute, il y a des études qui montrent que la grande vitesse a un gros impact sur la consommation d'énergie et les kilomètres-heure de plus consomment beaucoup plus d'énergie que les premiers kilomètres-heure. Donc, on a intérêt à passer, c'est ce que dit le rapport BL Évolution que j'ai mis en lien dans le chat, montre qu'une réduction de 130 pour la France à 110 km/h, c'est une réduction extrêmement importante de la quantité d'énergie. Moi, j'aimerais revenir sur une question qui a été posée dans le chat et que je vois en face de moi, qui est une question extrêmement sensible et compliquée, donc j'aimerais essayer d'y répondre. C'est la question de savoir, oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Et c'est vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Et ça, c'est une question qui est extrêmement compliquée parce que ça renvoie en fait à des peurs, à la peur d'abandonner sa voiture et de tout ce qu'on a acquis et qu'il va falloir désapprendre, qu'il va falloir oublier. Et ça, c'est un vrai problème. Mais ce réflexe voiture, d'ailleurs ce réflexe avion, c'est la même chose, il est possible. Et finalement, il est possible de revenir un peu en arrière si on arrive à le relativiser et à se dire, ben finalement, il y a peut-être une personne il y a qu'une personne sur cette planète qui a déjà pris l'avion. Pourquoi est-ce que nous, les Suisses, on est obligés de le prendre 4,9 fois par année en moyenne? Il y a la même chose, le même raisonnement avec la voiture. Et puis, ça pose une question, finalement, qui est une question de société, donc éminemment politique, qui est de savoir si, finalement, tout le monde subit les mêmes contraintes, peut-être qu'on les accepte mieux, en définitive. C'est ce qui s'est d'ailleurs vérifié. Quand on dit que c'est des choix individuels et puis que les gens doivent faire un effort, puis c'est compliqué, ben c'est toujours compliqué de se dire que je suis le seul à faire un effort, alors que tous mes voisins, ils continuent de prendre leur voiture, eux. Donc, il faut effectivement réussir à changer ce paradigme-là. C'est très compliqué. Donc, moi, je ne juge pas les gens, mais j'ai osé personnellement faire ce pas, le pas de plus d'avion et pas de voiture personnelle. Mais c'est vrai que le fait d'avoir accès à une coopérative de partage de voitures, ça m'a un peu allégé l'esprit. Je me suis dit, oui, mais le jour où j'en aurais besoin, j'aurais quand même accès. Et finalement, je n'utilise pas Mobility, ou très, très peu. La dernière fois que j'avais utilisé Mobility avant janvier de cette année, c'était en mai 2019. Donc, en gros, j'ai une très bonne statistique, parce que c'est ce que permet Mobility, de vérifier en gros quelle est notre consommation de voitures. Et puis, peut-être que pour passer cette peur à titre individuel, en attendant des mesures politiques qui nécessiteront une majorité pour aller dans ce sens-là, ce qui est quand même de loin pas gagné encore, hein, malgré tout ce qu'on peut parler de la vague verte, rose, rouge ou Dieu sait quoi, il y a un vrai souci politique. Mais en attendant, peut-être qu'il faudrait déjà commencer, c'est à se rendre compte de ce qu'on a à gagner plutôt que ce qu'on a à perdre. Et finalement, si on réfléchit en termes d'imaginaire, c'est-à-dire, bon, ben, j'ai pas besoin d'avoir ma voiture rouge et ma copine devant, peut-être que j'arrive déjà à passer ce cap et à me dire, ouais, mais j'ai gagné combien? Et quand je fais en francs déjà la mesure de ce que ça me coûte en moins, de soucis en moins quand il faut changer les pneus, quand il faut aller faire une réparation, etc., ben finalement, c'est un avantage énorme que de s'être libéré de la voiture. Merci pour cette intervention, mais j'aimerais la pousser sur un point particulier parce que vous avez parlé effectivement de ce choix-là par rapport notamment aux avions, mais pour les gens qui ont une voiture, souvent la problématique c'est le dernier kilomètre, et c'est ce dernier kilomètre qui est pas desservi ou très difficilement sans voiture. Comment le résoudre? Alors peut-être qu'à Renan c'est moins crucial parce qu'on a un territoire dense et très bien desservi, mais de manière générale par rapport aux habitudes des gens et par rapport aux solutions à importer, quelles pistes peuvent être déployées à ce titre-là? Bon, peut-être qu'il faut quand même dire, c'est que avant le dernier kilomètre, il y a le dernier mètre. C'est-à-dire que celui-là, de toute façon, vous êtes obligé de le faire à pied. Et donc, à partir du moment où vous avez commencé, vous vous rendez compte que vous êtes capable de marcher plus que 25 mètres. Et je pense qu'il y a
Très rares sont les personnes qui peuvent justifier de ça. Et je pense qu'en général, les gens, s'ils vont chez le médecin, comme moi, à chaque fois que je vais chez le médecin, il me dit faut plus bouger. Hein. Et puis, si je regarde le nombre, hein, il y a le pédomètre que j'ai installé sur mon téléphone portable qui me dit le nombre de mètres que je fais pas d'assez chaque jour. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je marche pour aller au travail et je fais pas encore assez de mètres. Donc, il y a une vraie question de santé publique aussi avec cette mobilité. Et je pense que c'est une des règles d'ailleurs quand on aménage des écoquartiers, par exemple, c'est qu'on ne met plus la voiture en souterrain pour permettre aux gens d'aller en peignoir le week-end et en pantoufles le week-end directement dans sa voiture pour aller acheter des croissants à la station essence. Ça aussi, c'est un imaginaire qu'on peut démonter, qu'on peut déconstruire pour montrer ce qu'il a de glauque, en définitive, alors que finalement, si la voiture est un petit peu plus loin, on est obligé de s'habiller. Et puis si finalement, en s'habillant, on peut marcher quelques mètres de plus, voire de moins, pour aller acheter ces croissants dans une vraie boulangerie, bah, finalement, il y a une vraie plus-value et une vraie qualité de vie que l'on a gagnée. Donc effectivement, cette question du dernier kilomètre, en fait, la voiture, moi je trouve que c'est un engin extraordinaire, c'est sa généralisation sans conscience qui pose problème en définitive. Alors, une des solutions, on l'a dit, c'était les transports publics, mais il y a eu une remarque parmi le public qui disait, mais ces déplacements, ces transports en commun coûtent affreusement cher en termes d'investissement, en termes d'infrastructure et d'entretien, mais aussi pour se déplacer, pour être mobile chaque jour. Quelle est la position des pouvoirs publics à ce titre-là, à Renan? Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait répondre à cette question épineuse des transports publics, de leur coût et du coût quotidien aussi? Oui, c'est une question qui est régulièrement posée en fait et il nous a été posé aussi à Renan pour savoir s'il était possible d'offrir une gratuité des transports. Alors, aujourd'hui, on est en train d'y réfléchir et notamment, la question est posée notamment peut-être pour les jeunes. Tout d'abord, on a vu que de voyager en transport public n'était pas plus cher que d'avoir une voiture. Ce qui est plus cher, c'est d'avoir les deux. D'avoir une voiture au garage et de prendre le bus et puis de ne pas accéder à un abonnement. On voit déjà que quelques abonnements participent à réduire les tarifs des déplacements. Le demi-tarif ou la carte enfant permettent aux familles avec un tarif plein et plusieurs enfants de faire des voyages à prix réduit. Certains disent que c'est encore trop cher et nous sommes interpellés par rapport à ça. Nous aurons cette question régulièrement. Est-ce qu'un premier pas pourrait être fait en accordant la gratuité, par exemple, aux jeunes en formation jusqu'à un certain âge, afin qu'aussi ils découvrent les plaisirs évoqués tout à l'heure par Laurent Guidetti, des transports publics, où on rencontre des personnes, on profite du temps pour se ressourcer, pour lire un journal ou répondre à un message, un SMS. C'est vraiment du temps gagné, aller à la découverte de ses concitoyens. Est-ce qu'on fait un premier pas où on offrirait éventuellement une gratuité aux jeunes, histoire de les inciter à prendre les transports et à devenir des ambassadeurs ensuite de ceux-ci et des utilisateurs réguliers qui se priveraient de voiture? C'est une piste qu'on analyse actuellement. Merci, M. Clément. Je crois que Laurent Guidetti voulait enchaîner sur ses propos. Oui, je veux volontiers abonder sur la question du coût. Ce qu'il faut voir, c'est que le coût, ce n'est pas le prix. Le prix, c'est un choix politique où on dit, bah voilà, ça va coûter 2,40 francs pour les enfants, le billet. Évidemment qu'à la collectivité, ça coûte plus cher que ça, mais parce que le coût, c'est bien ce que ça vaut. Est-ce que ça coûte à la collectivité et à l'usager? Le problème dans cette comparaison des prix, c'est qu'on oublie que dans le prix de la voiture, il y a plein de dommages collatéraux et de prix qui sont cachés. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Il y a le coût des assurances qu'on paye une fois par année, le coût de la route que l'on paye par son impôt et qui est payé la même chose que l'on ait une voiture ou que l'on n'en ait pas. Et donc, il y a une vraie différence qui fait qu'il y a un avantage psychologique à la voiture qu'il faut essayer de démonter. Et le jour où on arrivera à faire payer le véritable coût de la mobilité individuelle, on se rendra compte de combien elle est irrationnelle par rapport au transport en commun.
parce que les transports en commun coûtent au kilométrage de gens déplacés beaucoup moins cher que la mobilité. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une question sur les péages urbains. À quand un péage urbain? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante quand on parle de politique publique. Moi, je ne suis pas hyper fan des péages urbains parce que je pense qu'il y a plus simple. Plus simple, c'est la politique du stationnement. C'est que si finalement, vous empêchez les gens d'accéder à du stationnement, ils ne peuvent pas s'arrêter où vous êtes. Donc, c'est une politique de péage urbain sans le péage urbain, qui est un truc extrêmement high-tech, très compliqué à mettre en place, surtout à l'échelle d'une commune. Ça devrait se faire au moins à l'échelle d'une agglomération. Et puis, il y a des effets critiques en fonction de la taille. Enfin, c'est une problématique importante. Mais finalement, une bonne politique du stationnement, une politique où la collectivité publique maîtrise l'ensemble des parcs, des places de parc sur domaine public et sur domaine privé, ben finalement fait que vous avez maîtrisé le nombre de voitures que vous pouvez laisser rentrer, comment vous allez les laisser rentrer, est-ce que vous allez laisser des gens pratiquer les tarifs qu'ils veulent pour faciliter la venue en ville de ces voitures qui finalement viennent de l'étranger de la commune et puis posent plein de problèmes de pollution, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a un véritable levier avec cette politique du stationnement, moyennant d'avoir le courage d'avoir une politique publique extrêmement forte, on va dire. Ce qui est donné à pas grand monde aujourd'hui. L'exemple de Copenhague, qui réduit le stationnement de 3% par an, ce qui est quand même un coup de force. Est-ce que la municipalité ou les responsables de l'urbanisme peuvent s'exprimer peut-être à ce sujet-là pour savoir quelle est la marge de manœuvre, les possibilités et les actions à envisager sur le stationnement. Il y a plus d'un demi-siècle, Pierre Dac disait qu'un piéton, c'est un automobiliste qui avait trouvé une place de parc. Maintenant, il faut peut-être plutôt une place de vélo. Je vous laisse répondre. Volontiers, c'est vrai que dans les outils que peut avoir une ville, c'est agir sur le stationnement et le stationnement en lien avec le logement ou avec les surfaces de travail ou les commerces. Et là, il y a des normes qui existent et qui peuvent s'appliquer en fonction de la centralité du lieu. À Renan, nous appliquons les normes les plus basses dans les nouveaux quartiers, partant du principe que pour les nouveaux habitants qui arrivent à Renan ou pour ceux qui viennent travailler nouvellement à Renan, on préfère les pousser à utiliser les transports publics et la mobilité douce ou la marche à pied plutôt que d'utiliser le stationnement vu la place que ça prend. Donc, les outils existent pleinement et c'est un outil, si nous pouvons trouver une majorité politique qui l'accompagne, c'est un outil que nous souhaiterons utiliser dans notre futur plan d'affectation communale, de limiter le stationnement, mais pas tant dans l'idée de perdre quelque chose. J'aimerais rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure M. Guidetti. L'idée, c'est pas de dire que c'est mal, l'idée, c'est de dire que c'est mieux autrement. Et puis que le mieux autrement, de le rendre possible en offrant des espaces publics de qualité, en offrant de la perméabilité, en offrant des transports publics performants tels qu'on le fait aujourd'hui, permettra de se dire que à Renan, vu sa centralité, vu sa densité, il est vraiment possible de se passer de voiture. C'est vraiment un plus. À propos de ce nouveau quartier, alors vous disiez, la commune de Renan, disons, oblige à respecter les standards minimaux, mais est-ce que le standard minimal ne serait pas de n'avoir aucune place de stationnement? Alors, on en parlait avec Laurent Guidetti en préparation de ce débat. Les minima imposés par les cantons sont très variables d'un canton à l'autre, donc on a encore une très grande variété de choix, mais rarement une version très stricte. Est-ce que vous pourriez compléter cette approche, Laurent Guidetti? Oui, très volontiers. À ma connaissance, il n'y a pas d'obligation cantonale qui impose un minimum, mais c'est vrai que le gros problème des normes VSS, par exemple, c'est qu'elles définissent des quotas et que ces quotas définissent des minima
Et donc, le problème, c'est que c'est minimum tant de voitures qu'il faut faire. À l'origine, c'est lié au fait qu'il faut éviter que toutes les voitures des gens qui n'ont pas réussi à se parquer sur domaine privé quand on construit un nouveau projet se retrouvent sur domaine public. Donc ça, c'est une bonne idée au départ. Le problème, c'est que ça se retrouve sur domaine public et sur domaine privé. Et on l'a vu, tout ce qui se retrouve sur domaine privé, eh ben, ça veut dire des voies d'accès, des trémies d'entrée de garage, etc. Et tout ça, c'est pas de la végétation, c'est pas des espaces jubilatoires, c'est des espaces qui servent uniquement à circuler. Donc, il y a une vraie problématique. Il y a une problématique aussi, comme je le disais, sur la mobilité individuelle où on néglige le coût. Il y a cette même problématique sur le stationnement. C'est que finalement, quand vous construisez un parking souterrain, ça coûte extrêmement cher. Hein. Ça coûte, à mon avis, parce que j'ai fait plusieurs parkings souterrains malgré tout dans ma vie, entre 40 000 et 60 000 francs la place. C'est-à-dire que pour rentabiliser ça, vous n'y arrivez jamais avec le prix, le loyer, on va dire, du marché. Donc, il faudrait pouvoir louer votre place de parc 400 francs par mois ou 300 francs par mois pour réussir à couvrir le coût. Et comme ce n'est pas possible, ben finalement, c'est celles et ceux qui n'ont pas de voiture dans votre immeuble qui participent au financement de votre place de parc parce qu'il n'y a pas d'équilibrage qui existe comme ça entre le juste coût de la mobilité. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait reconnaître, c'est que cette transparence des coûts, elle devrait aussi permettre d'interdire le subventionnement de la mobilité de certains par celles et ceux qui n'en ont pas besoin et qui ont fait cet effort-là. Et puis, il y a des moyens de finalement privilégier l'habitat sans voiture, c'est tout à fait possible, moyennant, par exemple, de contractualiser. Pour éviter que des voitures se retrouvent sur le domaine public, eh ben, il n'y a qu'à le dire. Il n'y a qu'à le dire, voilà, ici, on a le droit de construire 150 logements, il n'y aura pas une place de parc. La condition, c'est qu'on inscrit, par exemple, au registre foncier de cet immeuble, c'est qu'il n'y aura pas d'habitants avec voiture. Ben voilà, on peut très bien dire, hein, c'est ce qu'on fait quand on fait du logement subventionné, c'est limité à certaines catégories de la population. Eh bien là, ce serait une façon de dire, on limite aux gens qui n'ont pas de voiture et qui s'engagent par le loyer qu'ils payent, par le bail qu'ils signent avec leur propriétaire, à ne pas avoir de voiture sur domaine public non plus. Sinon, c'est un habitat à moitié sans voiture. Donc, ça rejoint ce que vous disiez. Finalement, la question de la mobilité implique un nouveau contrat social sur la gestion de l'espace. Il y a des expériences. Alors, il y avait une question qui était posée par le public qui disait est-ce qu'on peut débétonner les routes? On peut peut-être effectivement commencer par débétonner les places de stationnement. On a des exemples de manifestations très, très sympathiques dans d'autres pays avec les parking days où on transforme momentanément les places de parc en potager ou en espace de culture temporaire ou d'agriculture ou de séjour et de plaisir. Et on peut expérimenter aussi de cette manière-là peut-être la réappropriation de cet espace public occupé par les voitures. Il y avait aussi une question posée par le public qui était vraiment très concrète à Renan. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de transformer le parking du Sansuy en parc vert ou en potager communautaire? Est-ce que quelqu'un dans la commune souhaiterait… Madame Mestre se lance. Alors je la fais revenir à la tribune à propos de cette hypothèse folle. Hypothèse, en effet, pas si folle forcément. Il y a une volonté, en tout cas, il y a des réflexions qui sont en cours pour voir si ça pouvait être possible dans l'optique de créer, de tenir compte de cet immense potentiel entre la piscine, entre tout le ruisseau de la Mèbre, entre la forêt où il y a le refuge, et puis on voit ce grand parking qui pourrait être ajouté, et on voit que si on commence à annexer, enfin à mettre ensemble l'ensemble de ces espaces, on a un magnifique espace vert de loisirs et un potentiel énorme pour le rendre public. Les réflexions sont même en cours avec Chavannes parce que la piscine redescend en fait du côté de Chavannes où il y a aussi un espace
vert en dessous. Et l'idée, ça serait de mettre tous ces espaces ensemble et d'avoir un formidable parc urbain à Renan-Chavannes. Donc, l'idée est là et elle pourrait bien être concrétisée dans ce plan d'affectation communale, encore une fois, avec une majorité politique qu'il s'agira de trouver. Extra pour ces perspectives. Est-ce que, Monsieur Clément, vous vouliez compléter cette intervention? Oui, voilà. Oui, je prends le micro pour dire qu'effectivement, c'est de se déplacer autrement qu'en voiture, c'est un nouveau paradigme. C'est aussi se séparer d'un nombre de maladies énormes. Beaucoup de gens souffrent de problèmes de santé dus à la voiture, et c'est le système collectif de santé qui porte ces préoccupations-là. On sent des fois du pétrole, il y a des microparticules. Enfin, c'est pas anodin que de rouler en voiture. Et moi-même, par exemple, depuis quelques années, j'ai vraiment fait le changement de me déplacer à vélo, à pied, en train, mais c'est que du bonheur. Et l'idée, ce serait d'arriver à convaincre un grand nombre de personnes de cette joie, de cette chance que de bouger autrement. Et je disais peut-être qu'on devra, pour initier ce type de démarche, trouver des solutions un peu novatrices, telles que faire démarrer plus tôt les transports publics le matin pour que personne puisse dire qu'il n'y a pas de bus au matin au moment où il se lève. On pourrait aussi imaginer donner aux personnes qui font l'effort de venir en transport public un crédit temps dans l'administration. On dit voilà, vous disposez maintenant d'une demi-heure pour venir au travail, mais le choix que vous devez faire, c'est de recourir au transport public. On pourrait imaginer des alternatives de ce type-là. Et moi-même, qui travaille quelque temps dans les soins à domicile, je pense que typiquement, il y aurait aussi une démarche à entreprendre pour que ce type de collaborateurs dans le champ de la santé entreprennent, surtout les territoires très restreints comme l'île de Renan, fassent toutes leurs activités au travers d'une mobilité douce, quitte à se déplacer d'un endroit à l'autre en bus et à ne pas continuer à propager, entre guillemets, bien volontairement peut-être, cette notion d'efficacité parce qu'on est en voiture. Moi-même, quand je suis les rares fois où je suis en voiture en ville, je ne sais pas que faire de ma voiture. C'est un poids, c'est une charge. Je ne sais pas où la mettre et quand je l'ai mise quelque part, je ne sais pas où la retrouver. Voire quand je reviens, j'ai une amende. Donc, je crois que c'est vraiment d'arriver à changer de paradigme, de changer de mode de faire. Et pour l'avoir fait, j'ai encore fait un trajet tout récemment en voiture. Est-ce que je m'ennuie en voiture? Que le train où je fais des contacts, comme j'ai envie d'être ici, je peux lire un journal, je m'enrichir, c'est bien plus profitable. Donc, comment pouvons-nous aussi nous initier, amorcer ce type de changement qui fait que lorsque les gens pratiquent le transport public, découvrent cette chance-là, ne veulent plus revenir en arrière? Et ça vous inspire, ces réflexions? Oui. Je pourrais parler encore 5 heures. Il y a effectivement une question autour du choix, et c'est vrai que si on arrive à ne pas en faire une question soit de société, qui est quand même compliqué à faire admettre, soit individuelle, il y a peut-être aussi le levier des plans de mobilité et de se dire tous ensemble on essaye, et c'est ce qui se passe dans certaines administrations, etc., où on arrive finalement à se rendre compte que on arrive à partager des choses, et puis en créant une sorte d'intermédiaire entre le monde, on n'arrivera pas à le changer, ou bien soi-même, c'est quand même trop compliqué parce que le voisin ne veut pas faire l'effort. Le point de mobilité est un bon moyen d'y répondre. Et puis, il y a eu 1 ou 2 questions qui ont été posées intéressantes, mais je n'ai pas forcément la réponse. La surface du sol représentée par les parkings souterrains, je ne l'ai pas, parce qu'effectivement, on n'a pas fait cette mesure-là. Ils sont quand même assez rares, on n'est pas encore à Houston. Effectivement, le parking du Sansuy, on a beaucoup plus de moyens de le transformer parce qu'il n'y a rien en dessous. Un parking souterrain, son dessus, c'est une dalle de parking, c'est un toit de parking. Hein. La place de la Riponne, par exemple, c'est un toit de parking. Et c'est pour ça que ça ne sera jamais une place, ou ça sera très difficile d'en faire une place. On ne va pas y mettre un vrai sol vivant, perméable jusqu'aux profondeurs qu'il devrait y avoir pour réussir à planter des vrais arbres. Non. Ouais, on est un peu dans l'esprit bac à fleurs, effectivement. Et puis, il y a une autre question extrêmement… il y a 2 questions très intéressantes sur la question de la gentrification. Oui, à condition de considérer que tout le monde va faire ses achats qu'en voiture. Or, ce n'est pas le cas. Et il y a des études qui montrent que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'il y a plein de quartiers, plein de commerces au centre-ville qui, en fait, n'ont pas eu du tout de baisse
fréquentation avec la diminution des places de parc, voire même la suppression totale de l'accès en voiture. Au contraire, ça se passe plutôt mieux pour eux parce qu'une ville apaisée, elle donne aussi l'envie d'y rester et puis donc de consommer. Et puis, il y a une autre question très intéressante sur les villas. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure fonctionne pour du logement collectif. C'est vrai que là, on ne parle pas encore des logements pour villas, mais effectivement, tant qu'on parle de minimum de places de stationnement à prévoir pour répondre à un besoin de stationnement alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on sera toujours dans ce paradigme-là. Et donc, il faut arrêter de parler de minimum, il faut parler de maximum, et donc limiter la consommation de voitures, si ce n'est quand on a un garage de voitures de collection, où ça peut effectivement être intéressant de demander une autorisation spéciale, parce que l'enjeu n'est plus de parquer des voitures, mais d'exposer des voitures, parce qu'on veut avoir des voitures rouges avec ou sans la dame devant tout à l'heure. Tinetta Mestre voulait ajouter quelque chose à ce sujet. Volontiers, notamment par rapport à la dernière question que je vois apparaître là, débétonner les routes, est-ce réellement faisable? La question est ouverte, mais par contre, j'aimerais donner une petite note d'espoir ce soir. En tout cas, débétonner des places, oui, c'est faisable. Et ça se fait actuellement devant le centre technique communal, qui était jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, réservé au stationnement des voitures. Donc, des visiteurs qui venaient au centre technique communal, venaient en voiture, pouvaient parquer devant alors qu'il y a un immense parking pas trop loin. Dans le cadre de la rénovation du centre technique communal, la proposition a été de débétonner cette place, d'y planter bientôt, et venez nous rendre visite, d'y planter bientôt 11 arbres et de renoncer à offrir cet espace comme zone de stationnement qui est un vrai îlot de chaleur l'été, mais bien au contraire de donner l'exemple et montrer comment on peut devant un bâtiment, et en l'occurrence un bâtiment communal, faire autre chose que du béton, mais bien d'y accueillir des arbres. C'est peut-être même une transition vers la thématique suivante, mais qui est tellement liée et c'est faisable et ça vaut la peine de le tenter. Merci Tinetta Mestre pour ce complément. Je constate qu'on arrive à l'issue de cette partie consacrée à la mobilité. Je voudrais vous inviter en conclusion à répondre à un autre petit sondage qui vous est proposé dans l'onglet et qui essaye de vous faire réagir sur différentes propositions qui ont été imaginées par la commune sur ces questions de mobilité. Vous la trouvez affichée, je pense, là maintenant. Parmi les propositions ci-dessous, cochez les 3 actions qui vous semblent les plus importantes pour limiter l'impact environnemental de la mobilité. Et toute une série de propositions sont faites. Certaines recoupent vos réflexions et vos envies. On ne pourra pas disons, analyser les résultats de ce petit sondage dans l'immédiat, mais ça sera très utile pour l'équipe municipale d'avoir ce premier retour. Et puis, pendant que vous répondrez à ce sondage, nous allons vous proposer 10 minutes de pause et nous reprendrons l'antenne tout à l'heure, donc aux alentours de 9h moins le quart, pour aborder le deuxième volet, déjà un peu esquissé à l'instant, sur la nature en ville. Alors, à tout à l'heure et j'espère que vous serez là avec nous pour la suite de cette soirée.